Williams, alias Okori, possédait tout ce dont la plupart des hommes ne peuvent que rêver. L'argent, le pouvoir et un nom qui inspiraient le respect. À seulement 30 ans, Forbes Afrique l'a sacré jeune entrepreneur le plus riche du Nigeria. Il était le génie à l'origine d'Apex Structures, un empire du génie civil qui avait redessiné les horizons de Lagos, Abuja, Port Harcourt et Johannesburg. Mais derrière ses costumes sur mesure et ses sourires de jet privé, Williams était profondément seul. Il avait fréquenté des mannequins, des actrices et des influenceuses, des femmes dont la beauté pouvait faire pâlir d'envie, mais toutes ces relations s'étaient terminées de la même façon. Elle n'avait Dieu que pour son portefeuille, jamais pour son âme. Ils appréciaient le style de vie, pas l'homme. Certains soirs, Williams s'asseyait seul sur le toit de sa villa de Metama, à Abuja, contemplant les lumières de la ville qui scintillaient comme des étoiles artificielles. Il avait acheté cette demeure pour 950 millions de Naira, pourtant aucun rire ne résonnait dans ces vastes couloirs, aucune chaleur ne régnait dans ces pièces meublées avec goût. Un soir, en feuilletant un vieil album photo, il tomba sur une photo jaunie de sa grand-mère. Elle y apparaissait pieds nus aux côtés de son grand-père, tous deux rayonnants devant une modeste maison en bois à Enugu. Il pouvait presque entendre sa voix à nouveau. « J'ai rencontré ton grand-père quand il n'avait rien, ensemble nous avons tout construit. » Ces mots le frappèrent comme un coup de tonnerre. « C'est peut-être là mon erreur, » pensa-t-il. « Peut-être étais-je trop riche pour trouver le véritable amour. » Ce même soir, Williams prit une décision radicale. Il allait se faire discret, se dépouiller de sa Rolex, de sa Rolls-Royce, de tout ce prestige, le temps d'un instant, juste assez longtemps pour voir si quelqu'un pourrait l'aimer sans tout ce tapage. Il créa un nouveau profil de rencontre en ligne, sans fioriture, sans photo de voyage de luxe, sans mention de sa fortune. Simplement Williams, un ingénieur civil de Gbagada, un homme simple qui aimait Lagos et Netflix. Il a matché avec Sarah Nwachukwu, une femme magnifique à la peau parfaite, au rire charmant et pleine d'ambition. Leur conversation était légère et agréable. Elle disait vouloir un homme visionnaire. Williams décida qu'il était temps de la rencontrer. Il l'invita dans un modeste fast-food du continent. Il se présenta en vieux jean, basket et t-shirt uni. Pas de chauffeur, pas d'escorte. Juste lui. Quand Sarah entra, elle se figea. « Vous êtes Williams ?» demanda-t-elle en plissant les yeux. « Oui », répondit-il en souriant. « Ravi de vous rencontrer enfin en personne. » Elle jeta un coup d'œil à ses vêtements, au carrelage sous ses talons, puis à lui, le visage crispé. « Attends, c'est quoi ça ?» demanda-t-elle assez fort pour attirer l'attention. « C'est une blague ? Tes photos de profil te donnaient l'air riche. » Il a ri doucement, essayant de détendre l'atmosphère. « Je voulais rester authentique. J'espère que l'endroit ne vous dérange pas. » Elle l'interrompit en reculant. « Tu plaisantes ? J'ai mis ma plus belle perruque pour ça. Tu m'as invité dans ce trou perdu, habillé comme un mécanicien. Je pensais juste, commença-t-il, mais elle s'emporta. « Ne me touche pas, sale porc. » hurla-t-elle. « Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu mon temps avec un minable comme toi. » Puis vint la gifle, forte, publique, humiliante. Sarah sortit en trombe sans se retourner. Williams resta là, abasourdi mais souriant. Non pas que la douleur ne l'envahisse pas, mais parce qu'à cet instant, il comprit quelque chose d'essentiel. Il venait de découvrir le filtre parfait, un moyen simple de distinguer les personnes sincères des profiteurs. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une forme de paix intérieure. Et au plus profond de lui-même, un nouveau chapitre s'ouvrait. Non plus en tant que Williams le milliardaire, mais en tant qu'homme. Le lendemain matin, Lagos s'éveilla dans son frénésie habituelle. Williams, debout près de la fenêtre de sa chambre, contemplait le lever du soleil comme s'il recelait la réponse à toutes ses questions. Son cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'excitation à l'idée d'accomplir quelque chose d'inattendu. Pour la première fois de sa vie, il ne se rendait pas dans une salle de réunion. Il allait sur un chantier, non pas en tant que PDG, mais comme ouvrier. Il appela son employé le plus fidèle, David Hume, son chauffeur personnel depuis 7 ans. « David, dit-il d'une voix ferme, aujourd'hui, nous commençons quelque chose de nouveau. » David entra dans la pièce, boutonnant encore sa chemise blanche impeccable. « Oui, monsieur, quel est le programme ? » Réunion avec le gouverneur, visite du site à Lekki. Williams secoua la tête. « Non, il faut que vous me déposiez à Arja. » David haussa un sourcil. « Arja, qu'est-ce qu'on fait là ? » « Je vais être maçon, » répondit Williams d'un ton presque trop désinvolte. David cligna des yeux. « Patron, pardon, qu'avez-vous dit ? » « Vous m'avez bien entendu. Je veux vivre comme un pauvre. J'ai besoin de savoir comment ils vivent, comment ils pensent, comment ils aiment. Et le meilleur moyen,
c'est de devenir l'un d'eux. David laissa tomber ses clés de voiture, sous le choc. Patron, s'il vous plaît, ce que vous dites n'a aucun sens. Et si quelque chose t'arrivait? Et s'il découvrait qui tu es? Et si quelqu'un t'enlevait? Et si? David, l'interrompit Williams en posant une main sur son épaule. C'est justement le problème. J'ai besoin de disparaître, ne serait-ce qu'un instant. Personne ne doit savoir qui je suis. David déglutit difficilement. Il avait vu Williams conclure des affaires de milliardaire d'un simple coup de fil. Mais ça, c'était différent. C'était de la folie. Et pourtant, quelque chose dans le regard de Williams lui disait que la décision était irrévocable. Plus tard dans la journée, Williams se changea et enfila son déguisement. Un jean déchiré, une chemise poussiéreuse et des pantoufles usées. Même David ne le reconnut pas au premier coup d'œil. Pas de montre, pas de parfum, pas de téléphone, dit Williams en souriant. Allons-y. David le déposa à quelques rues du chantier. Williams termina le chemin à pied, la tête baissée, le cœur battant la chamade. L'air était imprégné d'une odeur de ciment mêlée à celle de la sueur, de la poussière et aux cris des contremaîtres. Il s'approcha du portail du chantier. Un homme musclé à l'accent igbo prononçait à Boya, « Que voulez-vous » ? « Je cherche du travail », répondit Williams. L'homme, Monsieur Obina, le chef de chantier, le dévisagea de haut en bas, puis éclata de rire. « Vous voulez travailler ici ? Vous avez l'air trop fragile pour ce genre de travail. »« Je peux travailler, » insista Williams. « Portez cette brouette, » lança Monsieur Obina. « Laissez-moi voir quelque chose. » Sans un mot, Williams saisit la lourde brouette remplie de blocs cassés et la poussa à travers le chantier avec une facilité surprenante. Les ouvriers s'arrêtèrent. Quelqu'un murmura, « Ce type est costaud. » À midi, il avait déjà posé 2 rangées de briques. Ses mains étaient couvertes d'ampoules, mais il débordait d'énergie. Personne ne connaissait la vérité. Que l'homme qui transpirait à leur côté avait autrefois possédé la société qui avait conçu la moitié des immeubles de Victoria Island. Que le nouveau venu, qu'il surnommait Ogre Pro, avait signé des contrats de plusieurs millions de dollars en sirotant du champagne à Dubaï. Mais c'était là toute la beauté de la chose. Williams n'était pas là pour être vénéré. Il était là pour se faire oublier et peut-être, qui sait, trouver un amour que l'argent ne saurait acheter. Quelques minutes plus tard, tout bascula. Un coup de klaxon strident brisa le calme de l'après-midi et les regards se tournèrent vers l'entrée du chantier. Un élégant SUV Mercedes GL blanc s'arrêta en crissant des pneus, soulevant un nuage de poussière et attirant tous les regards, tel un VIP lors d'une réunion de village. Les ouvriers s'arrêtèrent, les conversations s'éteignirent. Même le contremaître, Monsieur Obina, laissa aussitôt tomber sa pelle et s'essuya le visage d'un revers de manche. Une femme sortit de la voiture, et William s'en oublia de respirer. Elle était sublime. Sa peau brillait comme du miel au soleil. Ses longs cheveux noirs, parfaitement bouclés, ondulaient sur ses épaules. Sa robe de soie blanche épousait ses formes comme si elle avait été cousue par des anges. Elle portait des lunettes de soleil de créateur, des talons à semelles rouges et une assurance à faire pâlir les hommes. Williams sentit sa bouche s'assécher. Un instant, on aurait dit un film, et elle, l'actrice principale, entrait en scène pour une scène dramatique. Mais ce qui suivit n'avait rien de beau. C'était la guerre. Obina, aboya-t-elle. Le nom résonna comme un coup de tonnerre. Le contremaître accourut nerveusement. « Bonjour madame. » Une gifle retentit sur le chantier comme un coup de fouet. « Vous appelez ça une clôture ?» hurla-t-elle en retirant ses lunettes de soleil, révélant des yeux brûlants de fureur. « J'ai donné des instructions précises. Êtes-vous sourd ou simplement stupide ?» Un silence de mort s'est abattu sur le site. Personne n'osait bouger. Williams resta figé, une brique à moitié posée à la main. « Savez-vous combien j'ai payé pour ce travail ?» poursuivit-elle. « Ou bien ai-je l'air de quelqu'un avec qui vous pouvez vous en prendre ?» Monsieur Obina baissa la tête. « Madame, je vais arranger ça. »« Oh ! Je ne veux pas d'excuses, » lança-t-elle sèchement en crachant par terre. « Des hommes inutiles. Voilà pourquoi le Nigeria ne peut pas avancer. Vous êtes tous incompétents. » Après un dernier regard noir, elle se retourna brusquement, regagna sa voiture en claquant la portière et démarra en trombe, laissant derrière elle un nuage de poussière et un silence stupéfait. Williams la regarda s'éloigner. La femme avait l'apparence d'une déesse et se comportait comme un démon. « Elle est belle, sans aucun doute, » murmura-t-il, encore incrédule. Mais ce genre d'attitude, c'est terrifiant. L'homme à côté de lui laissa échapper un petit rire sec. C'est Grace Usor, la fille du propriétaire du site. On l'appelle le joli démon.
Elle vient ici juste pour crier. Même son père n'arrive pas à la raisonner. Tandis que Williams reprenait la pose des briques, ses pensées n'étaient plus tournées vers la sueur qui ruisselait dans son dos, ni vers les ampoules qui se formaient sur ses mains. Elles étaient tournées vers elle, cette magnifique tempête nommée Grèce. Il était venu en ce lieu en quête de vérité. Mais voilà qu'une tempête s'était abattue sur lui, et elle s'appelait Grèce. À midi, le soleil était ôté impitoyable. Le chantier bourdonnait du bruit des machines, des cris du contremaître et du cliquetis des outils. Pour Williams, ce fut un rappel brutal qu'il n'était plus dans des salles de réunion climatisées, ni en 4x4 avec chauffeur. C'était la réalité, la brutalité, le bruit et l'épuisement. L'arrivée du camion repas fut un soulagement pour tous. Les hommes laissèrent aussitôt leurs outils et se précipitèrent vers le stand de restauration où 2 jeunes femmes installaient de grandes glacières remplies de riz, de ragoûts et de morceaux de poulet frit. Williams rejoignit discrètement la file d'attente, observant les alentours. Il ne parlait pas beaucoup, il n'en avait pas besoin. Il apprenait encore à se fondre dans la masse. En s'approchant du comptoir, son regard se posa sur une serveuse, une jeune fille qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Elle se tenait légèrement en retrait des plateaux, disposant soigneusement les assiettes, concentrée sur sa tâche. Elle avait des traits délicats, une peau douce et brune, et une grâce discrète qui la distinguait. Elle ne portait ni maquillage, ni bijoux ostentatoires, juste un sourire simple qui semblait apaiser le chaos environnant. Williams se surprit à la dévisager. Quand ce fut enfin son tour, il s'avança avec son plateau. La jeune fille leva les yeux et, un bref instant, leurs regards se croisèrent. Il y avait dans son regard une chaleur et une sérénité, une douceur infinie. « Bonjour », dit Williams d'une voix plus douce que d'habitude. « Puis-je connaître votre nom ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, l'autre femme, plus âgée, parlant plus fort et visiblement autoritaire, l'interrompit sèchement. « Est-ce vraiment nécessaire ? Prenez votre commande et laissez la file d'attente avancer. » Williams baissa les yeux, gêné. « Je suis désolé, je ne l'ai pas fait exprès. » Mais la jeune fille la plus discrète s'avança, gardant un doux sourire. « Ne faites pas attention à ma sœur, elle est juste protectrice. » Puis elle ajouta, « Je m'appelle Marie Ifidi. »« Et vous ?» ?»« Williams, » répondit-il, surpris par la nervosité soudaine qui l'envahissait. « Eh bien, bienvenue, Williams, » dit-elle en lui servant du riz dans son assiette. « Tu es nouveau ici, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, c'est mon premier jour. »« Alors tu as survécu au plus dur, » dit-elle en riant légèrement. « Les premières heures sont toujours les plus difficiles. » Williams sourit, sa voix était calme, comme une douce mélodie dans un monde bruyant. Il accepta le repas et s'écarta, mais au lieu de s'éloigner, il resta près de lui, faisant mine de réajuster la position du plateau. Il voulait simplement l'entendre parler à nouveau. Marie continua de servir les autres, polie et attentionnée, sans jamais se presser ni élever la voix. Même lorsqu'une remarque déplacée lui parvenait, elle se contentait de sourire et de répondre avec grâce. Williams se surprit à la regarder malgré lui. Elle n'était pas ostentatoire, elle ne cherchait pas à attirer l'attention, mais il ne pouvait s'empêcher de la regarder. Lorsque la foule commença à se disperser, il retourna vers le buffet. « Merci », répéta-t-il, cette fois avec plus de sincérité. Marie le regarda avec curiosité. « Pour le repas, pour votre gentillesse », répondit-il. Il y eut un bref silence. « Tu es différente », dit-elle doucement. Le sourire de Williams s'effaça. « Différent, en quoi ? Tu ne parles pas comme les autres. Tu ne regardes pas les gens comme eux, dit-elle en le fixant toujours du regard. C'est comme si tu étais là, mais pas vraiment là. » Williams hésita. « Peut-être que j'essaie simplement de m'adapter. » Ou peut-être, dit-elle doucement, vous cachez quelque chose. Il l'observa attentivement. Personne ne lui avait jamais dit une chose pareille, surtout pas une personne qu'il venait de rencontrer. Mais ce n'était pas une accusation, plutôt une observation. Marie se tourna pour débarrasser la table, lui adressant un dernier sourire avant de reprendre sa tâche. Williams resta immobile un instant, ne sachant que dire ni que faire. Il finit par regagner sa place, à l'ombre d'un grand arbre, son assiette à la main, mais touchant à peine la nourriture. Il repensait sans cesse à ses paroles. « Tu caches quelque chose. » Elle avait raison, et pourtant elle l'avait dit avec une telle douceur, sans jugement, avec une compréhension paisible. Le lendemain, sur le chantier, Williams était de retour au travail avant même l'arrivée de la plupart des autres. Ses muscles le faisaient souffrir de la veille, et ses paumes étaient encore sensibles à cause des ampoules, mais il ne pensait qu'à Marie. Il n'avait cessé de penser à elle depuis leur brève conversation pendant le déjeuner.
Il y avait dans son regard quelque chose, une force tranquille, peut-être même de la méfiance, qui le mettait à nu tout en lui donnant l'étrange impression d'être vu. Dans un monde où tous le jugeaient sur ses possessions, Marie le regardait comme si elle pouvait voir au-delà de tout cela, même si elle ignorait qui il était vraiment. Mais aujourd'hui n'était pas consacré à Marie, du moins pas encore. Vers midi, alors que Williams était sur une échelle, aidant à ajuster un cadre de fenêtre au 2e étage d'un bâtiment en construction, il entendit le grondement familier d'un moteur. Il s'arrêta et regarda en bas. Le SUV Mercedes blanc était de retour, Grace Usor. Elle en sortit, vêtue d'un jean moulant et d'un haut en soie, le téléphone collé à l'oreille, donnant des ordres à quelqu'un. Comme auparavant, elle se déplaçait avec une assurance naturelle, comme si elle était maîtresse du monde. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Une autre femme est sortie du siège passager. Elle était à couper le souffle. Sa peau était plus claire, presque dorée au soleil. Elle portait une longue robe verte fluide qui flottait autour de ses chevilles. Son maquillage était discret, ses traits doux. Elle marchait avec Grace, son regard parcourant les lieux avec une curiosité discrète. Contrairement à Grace, qui semblait se délecter d'être remarquée, cette nouvelle venue s'efforçait de passer inaperçue. Williams les observa un instant, puis reprit son travail, s'agrippant à l'échelle pour lisser le cadre. Les ouvriers autour de lui ne cessaient de jeter des coups d'œil aux deux femmes, murmurant et faisant semblant de ne pas les fixer. Puis quelque chose se produisit. « Obina !» cria de nouveau Grace en se dirigeant vers le bâtiment. L'ancien maître d'œuvre, Obina, était introuvable. La plupart des ouvriers s'étaient repliés à l'arrière, travaillant sur des échafaudages. Williams, quant à lui, était toujours à l'entrée, posant tranquillement des briques. Visiblement frustré, Grace se tourna vers la structure, sans se rendre compte de la présence de quiconque. Elle s'avança d'un pas décidé, ses talons claquant bruyamment sur le gravier. En dépassant Williams, elle cria « Où est-il, cette bon à rien ?» Puis, sans même le regarder, elle repoussa l'échelle qui se trouvait à côté de lui, ignorant qu'il était en train de l'utiliser. L'échelle a basculé. Avant que Williams puisse s'agripper à quoi que ce soit, il a fait une chute brutale. Le choc lui a coupé le souffle. Son flanc heurta le sol, et le souffle lui manqua. Une vague de chaleur blanche le traversa, suivie d'une douleur sourde et grandissante. Il haleta. Un des ouvriers a crié, quelques-uns se sont précipités. Grace s'est retournée brusquement. Elle ne s'était même pas rendue compte qu'elle avait bousculé quelqu'un. Mais la femme à côté d'elle, elle, l'a fait. Elle a couru aussitôt vers Williams et s'est agenouillée près de lui. « Oh non. Ça va ? Tu es blessé ?» demanda-t-elle, la voix empreinte de panique. Williams grimaça en essayant de se redresser. « Je crois que ça va. » La femme se tourna brusquement vers Grace. « À quoi pensais-tu ? Tu n'as même pas regardé. Il était juste là. » Grace cligna des yeux, les bras croisés. « C'était un accident. Tu l'as poussé. J'appelais le contremaître. Il n'aurait pas dû bloquer le passage. Tu as poussé un homme de son échelle, Grace, dit-elle fermement. Vous auriez pu le blesser gravement. Je vous en prie, laissez-moi vous emmener à la clinique, dit doucement Rose Schema en lui tendant la main. Vous avez peut-être des blessures internes. Tu ne devrais pas rester ici comme ça. Je vais bien. Tu es tombé lourdement, dit-elle. Ne discute pas, laisse-moi t'aider. Avec un peu d'effort, Williams lui permit de le hisser sur la banquette arrière de la voiture. Grace leva les yeux au ciel et marmonna quelque chose à propos d'une réaction excessive, mais Rose l'ignora complètement. Plus tard dans l'après-midi, Williams s'était assis sur le siège passager de sa voiture, un sachet dentalgique posé sur ses genoux. Le médecin avait dit qu'il ne s'agissait que d'un gros bleu. Pas de fracture, juste du repos, de la glace et des médicaments. Rose traversait lentement la ville en voiture, s'enquérant de sa vie. « Depuis combien de temps travaillez-vous sur ce chantier ?» demanda-t-elle tandis qu'il longeait les rues animées. « Je viens de commencer, » répondit-il. Elle acquiesça. « C'est quelque chose que vous avez toujours fait. » Il hésita. En quelque sorte. Elle le regarda. Ce n'est pas une vraie réponse. Il sourit. « Je crois que je suis encore en train de comprendre. » Elle n'insista pas. Elle lui offrit plutôt de l'eau, puis alluma la radio sur une station diffusant de la musique acoustique douce. L'atmosphère était paisible. « Je sais que ma sœur peut être difficile, » finit-elle par dire. « Je suis désolée de ce qu'elle a fait. J'aimerais pouvoir dire qu'elle n'est pas toujours comme ça, mais ce serait mentir. »« Ce n'est rien, » dit Williams en la regardant conduire. « Tu n'es pas responsable de ses actes. »« Je me sens toujours responsable, » répondit-elle doucement. Ils roulèrent en silence pendant quelques minutes. Puis elle le surprit. «
Tu as mangé? Non, répondit-il. Pas depuis l'automne. Laissez-moi vous emmener quelque part d'agréable. C'est moi qui invite. Il se remit à protester, mais elle avait déjà fait demi-tour. Ils finirent par arriver dans un petit restaurant tranquille, caché derrière une rangée d'arbres, le genre d'endroit que seuls les habitués connaissaient. Ce n'était pas un restaurant chic, mais c'était chaleureux et propre. Ils s'assirent près de la fenêtre et le serveur leur apporta des bols de soupe aux poivres fumantes et du pain moelleux. Ils parlèrent de musique, de films, de rêves et de regrets, de peur. Williams gardait la majeure partie de sa vie secrète, mais l'image qu'il se faisait de lui-même, celle d'un humble maçon au passé complexe, suffisait à attiser la curiosité de Rose. Elle riait à ses blagues. Elle l'écoutait quand il parlait. Elle n'a pas une seule fois regardé son téléphone. Ce soir-là, alors qu'il sortait du restaurant, le soleil déclinait, teintant le ciel d'orange et de rose. Elle se tourna vers lui avant de déverrouiller sa voiture. « Tu es différent, dit-elle. Tu ne parles pas comme la plupart des gars que j'ai rencontrés. » Williams baissa les yeux. Ça pourrait être bon signe ou mauvais signe. C'est une bonne chose, dit-elle. Une très bonne chose. Il sourit, et pour la première fois depuis longtemps, Williams sentit quelque chose s'éveiller en lui. L'espoir. Serait-ce elle? Celle qui le voyait tel qu'il était, au-delà de l'argent et de la célébrité, il ne le savait pas encore. Mais lorsqu'elle le raccompagna plus tard dans la soirée, après avoir insisté pour qu'il se repose et l'appelle s'il se sentait plus mal, il sut une chose. Rose Schéma était différente des autres, et dans cette étrange expérience où il avait renoncé à la richesse pour trouver l'authenticité, elle représentait la première possibilité réelle. Mais même alors, une voix intérieure lui murmurait « Sois prudent ». Car parfois, même les voix les plus douces peuvent cacher des secrets. Le matin arriva avec le concert habituel de marteaux, de bétonnières et d'instructions criées. Williams était arrivé tôt, espérant que le travail apaiserait ses douleurs musculaires et calmerait l'attachement grandissant qu'il ressentait pour Rose. Il repassait en boucle les moments de la veille, son inquiétude, sa voix calme, la douceur de ses questions. Il se sentait en sécurité. Il se sentait authentique. Il ne savait pas qu'il s'engageait dans une tempête. En fin de matinée, une voiture familière franchit le portail poussiéreux. La Mercedes blanche. Williams leva les yeux de la pile de parpaings qu'il était en train de ranger et la vit. Rose sortit vêtue d'un chemisier crème et d'une jupe fluide. Elle paraissait sereine et sereine, exactement comme il s'en souvenait. Mais aujourd'hui, elle n'était pas seule. Un homme de grande taille sortit du côté conducteur. Larges épaules, mâchoire carrée, alliance scintillante au soleil. Williams, appela-t-elle doucement. Bonjour. Il s'essuya les mains sur sa chemise et s'approcha d'eux, s'efforçant de ne pas réfléchir, de ne pas tirer de conclusions hâtives. Voici mon mari, dit-elle en se tournant vers l'homme à ses côtés avec un sourire fier. Voici Peter Schéma. Ces mots l'ont profondément marqué, Peter, mon mari. Williams sentit un poids s'effondrer en lui, une chute silencieuse et pesante. Il garda son calme, mais le tumulte de la scène sembla s'estomper. Le bruit de son cœur emplissait le silence qui les séparait. Peter lui tendit la main. « J'ai entendu ce qui s'est passé hier, » dit-il d'une voix basse et ferme. « Merci de ne pas avoir fait d'esclandre. »« J'apprécie. » Williams lui serra la main. « Merci, ça va mieux maintenant. » Rose le regarda plus longtemps que nécessaire. Il y avait quelque chose dans son regard, des excuses peut-être, peut-être de la pitié, peut-être les deux. « Je suis contente que tu ailles bien, » dit-elle. « Prends soin de toi. » Il hocha la tête, esquissant un sourire forcé. Bien sûr, elle hésita, comme si elle voulait ajouter quelque chose. Puis elle recula. « Il faut y aller, » dit-elle à son mari. Elle jeta un dernier regard à Williams, puis s'éloigna. Ils partirent. Williams resta là où il avait laissé, la poussière s'élevant en l'encercle autour de ses pieds. La réalité s'abattit sur lui comme une pierre froide. Il avait été naïf. Il avait laissé une voix douce, un visage bienveillant et une douce soirée semer une graine d'espoir, et maintenant, elle avait été arrachée avant même d'avoir pu germer. Il se détourna de l'entrée et se dirigea vers le coin le plus éloigné du site, près d'une pile de dalles de béton inutilisées. Il s'assit sur l'une d'elles et fixa le sol. Il ne pleura pas. Il ne dit rien. Il se contenta de respirer lentement, essayant de laisser le bruit du monde revenir à lui. Il ne remarqua pas l'arrivée de Marie Ifeadi. Elle s'approcha discrètement, une bouteille d'eau à la main. « On dirait que tu n'as pas cligné des yeux depuis 5 minutes, » dit-elle doucement. Il leva les yeux. « Marie, je ne t'avais pas vue. »« Je t'ai vue, » répondit-elle en s'asseyant à côté de lui. « Tu as l'air déçu, soupira-t-il. »
As-tu vu ce qui s'est passé? Oui, répondit-elle. Je ne voulais pas t'interrompre. Je ne savais pas si tu avais besoin de compagnie ou de silence. Les deux, dit-il avec un sourire amer. Mais la compagnie est meilleure. Elle lui tendit la bouteille. Bois. On dirait que tu ne veux plus exister. Il prit une longue gorgée. Je la croyais différente, dit-il finalement. Et elle n'est tout simplement pas faite pour moi. Marie acquiesça. Parfois, les personnes les plus honnêtes sont déjà fidèles à quelqu'un d'autre. C'est douloureux, mais cela ne les rend pas moins honnêtes. Il la regarda, surpris par la franchise et la douceur de ses paroles. Tu parles toujours comme si tu en avais trop vu. J'écoute beaucoup, répondit-elle. Ça apprend des choses, surtout sur la douleur. Ils restèrent assis en silence un moment. Le vent soulevait doucement la poussière sur leurs chaussures. Williams observait ses mains. Elles étaient petites mais régulières. Il se souvenait de ses paroles, peut-être que tu te caches. Et il se demandait si elle le pensait encore. Tu me prends pour un imbécile? Demanda-t-il. Pourquoi? Pour avoir cru en quelqu'un que je connaissais à peine. Non, répondit-elle. La croyance n'est pas une folie, elle est humaine. C'est dans ce que l'on fait après qu'elle s'effondre que la sagesse s'exprime. Il soutint son regard. Il y avait encore de la compassion dans ses yeux. Pas de pitié, juste une présence. Cela l'apaisa. Ils commencèrent à parler, d'abord lentement, puis plus profondément, de confiance, de chagrin d'amour, de besoin de contrôle, de la façon dont la vie nous pousse parfois vers des personnes qui nous aident à guérir, mais pas forcément à construire notre avenir. Marie parlait avec précaution, pour ne pas franchir les limites, pour ne pas être indiscrète. Williams parlait avec sincérité sans dévoiler les parts de lui-même qu'il préférait encore cacher. Pourtant, malgré les murs qu'il entretenait, il se sentait plus léger. Il rit d'une remarque qu'elle avait faite à propos de certains ouvriers qui essayaient de l'impressionner avec des histoires exagérées sur le fait qu'ils possédaient des maisons qui n'avaient pas « Je n'ai pas besoin d'un homme qui a une maison », avait-elle dit. Il me faut un homme qui ait du cran. Il sourit. Ça exclut la plupart des gens. Elle lui sourit en retour. Pas toi. Une douce chaleur s'installa entre eux, pas de l'amour, pas du romantisme, juste une connexion, pure, simple, ancrée dans une compréhension silencieuse. Soudain, le chaos éclata. Un seau d'eau brunâtre et sale jaillit derrière lui. L'eau trempa la chemise de Williams, lui éclaboussa le visage et lui inonda les yeux. Il se pencha en avant, haletant, les mains sur le visage, le liquide le brûlait. Ça le piquait comme si des produits chimiques y avaient été mélangés. Il hurla. Marie se leva aussitôt. Williams. Il était à genoux, toussant, les yeux fermés à mesure que la douleur se propageait. Une voix dure et familière s'éleva derrière eux. Bien. La prochaine fois, ne t'assieds pas près de ma sœur comme si tu étais quelqu'un de spécial. Il y a des règles ici. Marie entra dans une colère noire. Sa sœur, celle-là même qui avait rabroué Williams pendant le déjeuner, se tenait là, le seau vide à la main, le visage froid, les bras croisés. Mais qu'est-ce qui te prend? Cria Marie. Tu as perdu la tête? C'est un employé, répondit calmement sa sœur. Il ne devrait pas faire semblant. N'ose même pas finir cette phrase, rétorqua Marie. Ne le touche plus jamais. Tu m'as compris? Sa sœur fronça les sourcils. Marie, tu ne connais pas cet homme. Il pourrait mentir sur son identité. Tu parles à tout le monde comme si tu connaissais leurs sentiments. Et tu les traites comme s'ils n'en avaient pas, dit Marie, la voix tremblante. C'est moi qui choisis à qui je parle, pas toi. Williams peinait à se lever, s'essuyant toujours les yeux. Des larmes coulaient sur ses joues brûlées, mais il restait silencieux. Marie s'agenouilla près de lui et prit son visage entre ses mains. « Regarde-moi, dit-elle d'une voix calme, mais tremblante de colère. Tu vois? À peine, murmura-t-il. Elle le conduisit jusqu'au petit lavabo situé au fond du site et lui passa de l'eau claire sur les yeux. Les menottes délicates pour les protéger du jet. Garde-les ouverts, dit-elle. Laisse le liquide s'évacuer. Il obéit. Lentement, la douleur lancinante se transforma en une lourde souffrance. Quand sa vision commença à s'éclaircir, il la regarda vraiment. Sa mâchoire était crispée. Ses yeux étaient humides. Non pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle était en colère, profondément, farouchement en colère pour lui. « Merci, dit-il d'une voix rauque. Elle ne bougea pas les mains. « Personne ne t'humiliera tant que je serai là, dit-elle doucement. « Personne. » Il déglutit. « Pourquoi cela t'importe-t-il » Elle marqua une pause et, un instant, il crut qu'elle ne répondrait pas. Alors elle l'a fait. « Parce que la plupart des gens ne te défendraient pas, a-t-elle dit.
Pas ici. Pas comme ça. Il faudrait que quelqu'un le fasse. Il hocha la tête, muet de stupeur. Elle resta immobile à le regarder. Et parce que je pensais ce que j'ai dit hier, tu caches quelque chose. Mais vous ne prétendez pas être un homme bon. Vous l'êtes, tout simplement. Il baissa les yeux. Il n'était pas sûr de mériter ces mots, mais il les désirait. Le soir venu, le calme était revenu sur le chantier. Le contremaître avait réprimandé la sœur de Marie. Les ouvriers avaient repris leurs tâches, faisant comme si de rien n'était. Williams resta à l'ombre, une compresse froide sur les yeux, et Marie demeura auprès de lui. Ils parlèrent peu. Ils n'en avaient pas besoin. Au moment du départ, Marie se leva et lui fit face une dernière fois. « Ne laisse pas une déception te pousser vers un réconfort illusoire, » dit-elle doucement. « Rose a été gentille avec toi. C'était sincère, mais ce n'était pas ta relation. Ne te punis pas avec une proximité malsaine, car la bonne personne n'est pas encore là. » Il assimila lentement ces paroles. « Tu crois que la bonne personne existe ? » « Oui, dit-elle, mais elle ne te trouvera pas si tu continues à te cacher. » Leurs regards se croisèrent dans un silence calme qui semblait annoncer quelque chose d'important. Pas de romance, pas encore, mais une rencontre marquante. Tandis qu'elle s'apprêtait à partir, Williams la regarda s'éloigner, puis contempla le seau vide couché sur le côté, près des blocs de béton. Sa vie se compliquait, mais une évidence s'était imposée à lui dans cet instant de douleur, d'humiliation et de loyauté inattendue. Marie Ifeadi n'avait pas seulement une voix douce. Elle avait un cœur courageux, et pour un homme qui avait passé sa vie entouré de bruit, de pouvoir et de spectacle, ce courage résonnait plus fort que tout ce qu'il avait jamais connu. Le lendemain matin, le chantier était déjà en pleine effervescence. L'air résonnait des bruits habituels, coups de marteau, cris et le grondement sourd des bétonnières. Mais pour Williams, tout semblait légèrement flou. Ses pensées étaient tournées vers Marie. Ces derniers jours, il s'était rapproché d'elle, non pas de façon bruyante et théâtrale comme à son habitude, mais dans des moments de calme partagés sous le réservoir d'eau rouillée, ou assis sur un tas de briques inutilisées. Leur relation était naturelle, sans aucune pression. Et pour un homme qui avait érigé des murs pour se protéger des autres, Marie les avait contournés sans un mot, sans demander la permission. Mais la paix était rarement de longue durée. Ce jour-là, alors que Williams se dirigeait vers l'extrémité ouest du site, il entendit des voix s'élever près du tambour d'eau. Il s'arrêta et écouta. C'était Marie. « Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît, » dit-elle fermement. Une autre voix se fit entendre, masculine, arrogante et menaçante. « Pourquoi tu te prends toujours pour un supérieur ? Tu te crois spécial ? » Williams se dépêcha de tourner au coin de la rue. Ce qu'il vit le fit bouillir de rage. Chidi, un des ouvriers les plus âgés de l'équipe, avait bloqué le passage à Marie. Il se tenait bien trop près, un sourire narquois aux lèvres, et lui attrapa le bras. Elle se dégagea, visiblement mal à l'aise. Williams n'a pas hésité. Il s'est précipité sur Chidi, l'a saisi par le col et lui a asséné un violent coup de poing au visage. L'homme a reculé, pris au dépourvu. « Quel est ton problème ?» rugit Chidi. « C'est toi » rétorqua Williams en s'interposant à nouveau. L'homme chargea, mais Williams fut plus rapide. D'un geste vif, Williams se baissa, pivota sur lui-même et fit tomber Chidi. L'homme s'écrasa lourdement au sol. Avant que Chidi ne puisse se relever, Williams le plaqua au sol et lui tordit le bras dans le dos. Une foule, sous le choc, commença à se rassembler. « Williams sait se battre », murmura un employé. Il se déplaçait comme un pro. Quelques instants plus tard, le chef de chantier arriva, se frayant un chemin à travers la foule. « Que se passe-t-il » demanda un des ouvriers. Chidi harcelait le vendeur de nourriture. Williams intervint pour la protéger. Le contremaître regarda Marie. « Est-ce vrai ?» Elle hocha la tête, encore sous le choc. « Oui. » Sans hésiter, le contremaître se tourna vers Chidi. « Quittez ce chantier, vous êtes viré. »« Quoi ? Mais non, je ne tolérerai aucun harcèlement ici. Partez. » La sécurité a été appelée, et quelques minutes plus tard, Chidi a été escorté hors des lieux. Marie est restée silencieuse, les bras croisés sur la poitrine. Elle s'efforçait de garder son calme, mais Williams voyait ses mains trembler. Il s'approcha lentement. « Ça va ?» Elle hocha la tête. « Je crois bien, un peu secouée, je sais. Voulez-vous que je vous raccompagne après le travail ?» Il y eut un silence, puis elle hocha de nouveau la tête. « Oui, avec plaisir. » Sa sœur les rejoignit plus tard, et tous trois marchèrent silencieusement dans les rues au crépuscule. Le soleil était bas à l'horizon, projetant de longues ombres sur le sol. Ni Williams ni Marie ne parlèrent beaucoup.
Sa sœur gardait quelques pas devant, les bras croisés, le regard perçant. Elles arrivèrent enfin chez elle, un modeste bungalow avec un portail rouillé et des plantes en pot devant la porte d'entrée. Williams se tenait dehors, prêt à dire au revoir, mais avant que quiconque puisse parler, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Une femme âgée sortit en trombe, pointant Williams du doigt. « Alors c'est vous » cria-t-elle. « Vous êtes l'homme qui ne laisse pas ma fille tranquille. » Williams cligna des yeux, abasourdi. « Pardon ? Vous m'avez bien entendu, » reprit-elle d'une voix forte. « Espèce d'incapable, à suivre Marie comme une ombre. Que lui voulez-vous ? Partez d'ici et ne revenez plus. »« Maman, s'il te plaît. » intervint Marie pour la calmer, mais sa mère refusa d'écouter. « Tu crois que je vais laisser un type comme lui gâcher l'avenir de ma fille ? Jamais. Si je te revois avec elle, je te fais arrêter. » À la stupéfaction générale, elle saisit un bâton derrière la porte et se jeta en avant. Williams recula d'un pas. « Maman, arrête !» cria Marie en essayant de lui barrer le passage, mais la femme continua d'avancer en brandissant le bâton. « Pars !» hurla-t-elle. « Pars tout de suite avant que je ne perde patience. » Il ne protesta pas. Il se retourna et s'éloigna rapidement, le cœur battant la chamade, non pas de peur, mais à cause de l'humiliation d'avoir été traité comme une menace. Il n'en voulait pas à Marie, mais la blessure restait vive. Les jours suivants, Williams et Marie évitèrent le portail. Ils se retrouvaient plutôt dans des endroits discrets sur le site, derrière le hangar à matériel, sous le manguier, près du mur ou à l'ombre du hangar en béton. Ils n'ont pas parlé de sa mère. Ils ont parlé de tout le reste. Elle lui a parlé de ses rêves d'étudier à l'étranger, de son plaisir à dessiner en cachette, et de sa haine qu'on lui dise ce qu'elle pouvait ou ne pouvait pas devenir. Il lui raconta son enfance dans un monde où personne ne le voyait en lui, si ce n'est un nom ou un compte bancaire. Il ne dévoila pas les détails de sa véritable identité, mais lui laissa entrevoir qui il était vraiment, l'homme derrière le masque, et chaque jour, leur relation se renforçait. Un après-midi, alors qu'il déjeunait tranquillement derrière l'atelier du chantier, Williams se tourna vers elle. « Pourrions-nous nous retrouver ailleurs, hors du site, dans un endroit tranquille ?» Marie le regarda longuement, puis sourit. « Oui. » Ce dimanche-là, ils se retrouvèrent dans un parc paisible. L'herbe était fraîchement coupée, l'air était frais, des enfants riaient au loin, des couples flânaient le long des sentiers sinueux, absorbés dans leurs pensées. Marie portait une robe simple, ses cheveux étaient soigneusement attachés, et elle tenait un petit carnet de croquis. Williams n'avait rien d'autre que lui-même. Ils s'assirent sous un arbre et parlèrent pendant des heures de tout et de rien, de choses importantes. Alors que le ciel s'assombrissait et que les étoiles commençaient à apparaître, ils se tenaient ensemble à l'orée du parc. L'air était immobile, la lune, pleine et brillante, brillait haut dans le ciel. Williams se tourna vers elle, leurs regards se croisèrent, un instant, le temps sembla suspendu. Ils se sont penchés lentement, naturellement, et sous la lueur argentée de la lune, leurs lèvres se sont rencontrées. Ce n'était pas précipité, ce n'était pas parfait, ce n'était pas un conte de fées. C'était réel. Quand ils se séparèrent enfin, Marie sourit. Un sourire discret, mais sincère. Williams lui prit la main et la raccompagna chez elle, s'arrêtant une rue avant son portail. Il n'avait pas besoin d'aller plus loin, il était déjà parvenu à un endroit bien plus important, au plus profond de son cœur, et pour la première fois depuis longtemps, Williams eut le sentiment d'avoir trouvé ce qu'il cherchait. Non pas dans la richesse, non pas dans l'admiration, mais dans quelque chose de simple, de sincère. Un amour qui ne se souciait pas de qui il avait été, mais seulement de qui il devenait. Williams descendait lentement la rue tranquille, le clair de lune encore frais sur son visage. Il sentait encore la chaleur des lèvres de Marie sur les siennes, la douceur de son contact et la sincérité de son sourire. Ce n'était pas qu'un simple baiser, c'était un instant, une vérité. Au détour du chemin, il aperçut le SUV noir garé discrètement sur le bas-côté. Son chauffeur, David Humet, appuyé sur le capot, faisait semblant de consulter son téléphone, mais son sourire narquois le trahissait. « Tu as tout vu, n'est-ce pas ?» lança Williams avec un sourire. David leva les yeux. « Difficile de faire autrement. Vous rayonnez, monsieur. » Williams ouvrit la portière et se glissa sur la banquette arrière. Il appuya sa tête contre l'appui-tête, souriant intérieurement. « Je crois que je l'ai trouvé, » murmura-t-il. David se tourna sur son siège. « Elle ?» Williams hocha lentement la tête. « Celle-là, elle est parfaite, David, simple, gentille, honnête, et elle a dit oui. » David ne répondit pas tout de suite. Il travaillait pour Williams depuis des années. Il l'avait déjà vu tomber amoureux, ou du moins le croyait-il. De belles femmes, des femmes charmantes, des femmes qui disaient toujours ce qu'il fallait, qui souriaient toujours au bon moment, jusqu'à ce que l'argent devienne leur seule obsession.
Alors David choisit soigneusement ses mots. Elle a l'air spéciale, monsieur, mais... William s'ouvrit un œil. Mais quoi? David hésita. Excusez-moi de le dire, mais j'ai déjà vu ça. Les gens peuvent se comporter différemment quand ils vous croient pauvre. Leur humilité est manifeste car ils pensent n'avoir rien à y gagner. Williams fronça légèrement les sourcils. Que suggérez-vous? Un test, répondit David. Je l'aborderai comme un homme riche. Je lui parlerai, je lui offrirai tout, argent, statut social, luxe. Voyons voir si elle reste fidèle. Ainsi, vous en serez certain. Williams se redressa. Absolument pas. C'est insultant. Marie n'est pas comme ça. David hocha la tête respectueusement. Je vous crois, monsieur, mais la croyance n'est pas la même chose que la preuve. Williams serra les dents, puis regarda par la fenêtre. Il ne voulait pas la mettre à l'épreuve. Cela lui semblait mal. Il avait l'impression de trahir sa confiance. Mais une petite voix intérieure, forgée par les déceptions passées, murmurait « Et si David avait raison? Et si tu retombais dans tes travers, pour être encore manipulé ?» Il soupira. « Ça ne me plaît pas, mais si ça me rassure, fais-le. » David acquiesça. « Je resterai courtois. Pas de mensonge, juste une proposition. On verra sa réaction. » Le lendemain après-midi, David se prépara avec soin. Il choisit l'un des plus beaux costumes de Williams, une pièce bleu marine de créateur italien dont le prix dépassait le salaire annuel de la plupart des gens. Il l'associa à une montre-bracelet en or et à d'élégantes lunettes de soleil. Il prit ensuite la toute nouvelle voiture de Williams, une Bentley noire mate, immaculée et étincelante au soleil. Il incarnait la puissance à l'état pur. Roulant lentement vers le quartier de Marie, il aperçut presque aussitôt, debout au bord de la route, sa mère portant un petit panier de légumes. David se gara à quelques mètres et sortit de la voiture en ajustant ses boutons de manchette. « Excusez-moi, mademoiselle, » dit-il en s'approchant avec un charme assuré. « Veuillez m'excuser pour cette approche soudaine. Je vous ai déjà vu ici à plusieurs reprises. Vous avez une présence qu'on ne peut ignorer. » Marie leva les yeux, confuse mais calme. « Merci, » dit-elle poliment. « Je sais que cela peut paraître indiscret, » poursuivit David, « mais j'aimerais vraiment avoir l'occasion de vous parler en privé. Juste quelques minutes de votre temps. » Marie haussa un sourcil. « J'apprécie le compliment, mais je suis déjà en couple. » David sourit. « C'est admirable, mais permettez-moi de préciser une chose, je ne suis pas n'importe qui. Je suis quelqu'un qui peut vous offrir bien plus que de l'affection. Je peux t'offrir une autre vie, une vie meilleure. » Avant que Marie puisse répondre, sa mère se pencha vers elle. « Ne fais pas attention à elle, mon fils. Elle est célibataire, » dit-elle en riant nerveusement. Elle ne sait tout simplement pas saisir les opportunités. Marie regarda sa mère, gênée. « Non, je ne suis pas célibataire. J'ai dit que j'étais déjà en couple et que ça ne m'intéressait pas. » David fit un petit pas en avant en baissant la voix. « Je comprends, mais parfois la vie met la bonne personne sur notre chemin au mauvais moment. Je t'offre un avenir, la sécurité, le confort. Il te suffit de me donner une chance. » Marie secoua la tête. « Non, merci, mais non. J'ai déjà ce qu'il me faut. » David sortit une carte de visite de sa poche, au cas où vous changeriez d'avis. Il la lui tendit, mais Marie ne la prit pas. Elle se retourna et s'éloigna calmement. Sa mère s'est alors précipitée et a saisi la carte à deux mains. « Merci, mon fils. Nous allons lui parler. » Elle finira par changer d'avis. David sourit poliment, puis retourna à sa voiture. À l'intérieur de la maison, la tempête avait éclaté. « Tu veux gâcher ton avenir à cause d'un pauvre maçon ?» cria la mère de Marie en claquant la porte. Marie resta silencieuse. « Tu as vu cette voiture? Cet homme est milliardaire. Regarde comment il était habillé, et tu l'as insulté en partant. »« Maman, ça ne m'intéresse pas, » dit Marie d'un ton ferme. La voix de sa mère s'éleva. « Et pourquoi pas? À cause de ce garçon du chantier, celui-là même qui mange avec de la poussière sur ses vêtements. » Marie se leva. « Ne reparlez plus jamais de Williams comme ça. Pourquoi pas? Il n'est rien, Marie. Il ne peut rien t'apporter. Et te voilà à refuser un homme qui pourrait changer ta vie en un jour. Je n'ai pas besoin que ma vie change. J'ai besoin que mon cœur soit en sécurité, et Williams me l'offre. » Sa mère secoua la tête, incrédule. « Tu fais des bêtises. » « Peut-être, mais je préfère faire des bêtises avec quelqu'un en qui j'ai confiance que d'être malin avec un inconnu. » Un silence s'installa dans la pièce. Marie prit son panier et se dirigea vers sa chambre sans dire un mot de plus. Plus tard dans la soirée, William s'était assis en face de David dans le salon de sa résidence privée.
Alors, comment ça va? Demanda-t-il doucement. David se rassit, retira ses lunettes de soleil et sourit. Elle a refusé poliment, mais fermement, ma demande. Sa mère essaya de la convaincre, mais elle resta inflexible. Williams ferma brièvement les yeux, le cœur gonflé d'émotion. Elle pensait vraiment tout ce qu'elle disait. Oui, dit David, tu as trouvé une perle rare. Pour la première fois depuis longtemps, Williams baissa complètement sa garde. Je dois lui dire la vérité, murmura-t-il. Elle mérite de savoir qui je suis vraiment avant d'aller plus loin. Il était un peu plus de 8 heures du matin lorsqu'une Rolls-Royce fantôme noire brillante s'est lentement arrêtée devant la modeste maison de Marie. Le moteur a ronronné doucement avant de se taire. Le soleil se reflétait sur le chrome poli de la voiture élégante qui s'immobilisa au bord du trottoir. Le quartier se figea. David sortit le premier, vêtu d'un costume anthracite impeccable et de lunettes de soleil noir. Il ajusta ses boutons de manchette et jeta un coup d'œil autour de lui. Quelques voisins l'observaient par-dessus leurs rideaux. Des enfants, interrompant leurs jeux matinaux, étaient stupéfaits par le spectacle. À l'intérieur de la maison, la petite sœur de Marie jeta un coup d'œil par la fenêtre et reconnut aussitôt la voiture. Elle poussa un cri d'effroi et courut à l'arrière de la maison en criant « Maman, la voiture du riche est dehors, celle de l'autre jour. » La mère de Marie laissa tomber la bassine dans laquelle elle rinçait les légumes. « Quoi, tu es sûre? »« J'en suis sûre, » cria sa sœur. « C'est lui, et il est devant notre portail. » En quelques secondes, la maison résonna de bruits, de pas, de voix, d'une confusion grandissante et d'une curiosité grandissante. Puis un autre bruit se fit entendre, des pas précipités vers la porte d'entrée. Marie y fait hardie ouvrit brusquement la porte, le visage crispé par l'émotion. Ses sourcils étaient froncés, ses poings serrés. Elle pensa que David était revenu pour l'importuner. « Que veux-tu » demanda-t-elle en s'approchant de lui. « Je t'ai dit que rien de ce que tu as à offrir ne m'intéresse. » Mais avant qu'elle ait pu terminer sa phrase, David se retourna et ouvrit calmement la portière arrière de la voiture. Marie se figea. William Socori en sortit, non pas vêtu de vêtements poussiéreux, ni de pantoufles usées, mais dans un costume bleu marine ajusté, une chemise blanche, sans cravate, le visage rasé de près, des chaussures impeccablement cirées, l'air serein et puissant. Il se tenait droit, la fixant silencieusement. La mère de Marie laissa échapper un cri si fort que les voisins l'entendirent. « Vous êtes riche » balbutia-t-elle en reculant, la main sur le cœur. La bouche de Marie s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle lentement. « Pourquoi sortez-vous de sa voiture? Pourquoi êtes-vous habillé ainsi ?» Williams fit quelques pas en avant. Sa voix était basse mais assurée. « Je suis désolé, Marie, dit-il. Je ne voulais pas te tromper, mais je devais savoir si quelqu'un pouvait m'aimer sans mon nom, mon argent ni ma réputation. » Marie cligna des yeux. « De quoi parlez-vous ? Je m'appelle William Socori, PDG d'Apex Structure, la société propriétaire du terrain où nous nous sommes rencontrés. » Silence, silence complet. Même les oiseaux semblèrent se taire. La mère de Marie s'affala sur une chaise contre le mur, abasourdie. Marie le fixait comme si elle ne l'avait jamais vu. « Alors, tout ce temps, tu faisais semblant. Je n'avais pas prévu de te tromper aussi longtemps, » a dit Williams. « Mais après ce que j'ai vécu, après avoir vu comment les gens me traitaient, quand ils me croyaient riche, j'avais besoin de quelque chose de vrai, de quelqu'un de vrai. Et puis je t'ai rencontré. » Les yeux de Marie s'emplirent d'émotion, mais ce n'était pas de la joie, c'était de la trahison. Elle recula lentement d'un pas. « Je te faisais confiance, » murmura-t-elle. « Tu m'as fait croire que je te connaissais. » « Je n'ai pas menti sur ce que je ressentais, » dit-il. « Tout était réel entre nous, sauf ce que je cachais. Et ce que je cachais, c'était tout, » dit-elle en se retournant. « Je ne peux pas faire ça. » Elle entra rapidement dans la maison, puis, sans un mot, la porte claqua. David regarda Williams avec inquiétude. « Laisse-lui du temps, » dit-il doucement. Williams resta là un long moment avant de finalement hocher la tête et de remonter dans la voiture. Il n'arrivait ni à manger ni à dormir. Il restait dans son manoir, fixant les fenêtres comme si elles allaient s'ouvrir pour lui apporter une réponse. Il avait déjà connu des peines de cœur, mais celle-ci était différente, car cette fois, c'était important. Voyant l'état de sa patronne se dégrader, David décida d'agir. « Je vais lui parler, » dit-il fermement. « Elle a besoin d'entendre toute la vérité de la bouche de quelqu'un d'autre. » Williams n'a pas protesté. Cet après-midi-là, David est retourné dans le quartier de Marie, cette fois sans faire de bruit. Il s'assit sur un banc devant son portail et attendit. Finalement, Marie sortit, l'air méfiant. « Et maintenant » demanda-t-elle. «
Je suis venu te parler, dit David d'une voix douce. Non pas pour te convaincre, mais simplement pour te dire la vérité. Elle croisa les bras, mais ne s'éloigna pas. Alors, il lui raconta tout. Il expliqua comment Williams avait bâti son entreprise à partir de rien, pour finalement constater que la plupart des gens ne s'intéressaient qu'à sa fortune. Il décrivit à quel point Williams avait été blessé. Il désirait ardemment être aimé pour ce qu'il était, et non pour ce qu'il possédait. Et depuis le premier jour où il l'avait vue, Williams avait cru qu'elle pourrait être différente. David ne dit rien de dramatique. Il n'a ni supplié, ni insisté. Quand il eut fini, il dit simplement qu'il ne voulait pas mentir. Il ne voulait plus être utilisé. Puis il se leva et partit. Ce soir-là, les portes du manoir s'ouvrirent et elle apparut, Marie. Elle portait une robe simple, sans maquillage ni bijoux, juste elle-même. Williams sortit par la porte d'entrée, stupéfait de la voir debout dans son allée. Il ne dit rien, elle prit la parole. « Je te pardonne, dit-elle doucement, mais plus de mensonges. »« Je te le promets, dit-il, plus jamais. » Ils restèrent là un instant, le silence de la nuit les enveloppant. Puis elle s'avança. Il ouvrit les bras et elle s'y laissa tomber. Plus d'épreuves, plus de faux-semblants. Ils s'embrassèrent doucement, lentement. Il n'y avait aucun luxe à ce moment-là. Ni voiture, ni costume, ni multinationale. Juste deux cœurs qui s'étaient trouvés à travers la vérité, la douleur et le temps. Williams avait enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours. Ni l'attention, ni l'admiration, juste l'amour. Le lever du soleil sur Abuja le lendemain matin lui parut différent. Ce n'était plus la lumière froide et lointaine qui veillait sur un homme solitaire dans un immense manoir. C'était l'aube de la réconciliation. Debout sur son balcon à Metama, contemplant la brume se lever des collines, il comprit que le plus dur dans son voyage n'avait pas été de poser les briques à Aja. Il s'agissait de rétablir la confiance après l'avoir presque anéantie par son secret. En bas, l'atmosphère de la maison avait changé. David Hume, d'ordinaire d'une efficacité professionnelle exemplaire, fredonnait un air en préparant l'emploi du temps. Il savait qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis des années, Williams n'allait pas chercher à fuir sa vie. Il allait œuvrer à bâtir un avenir pour quelqu'un d'autre. « David », dit Williams en descendant le grand escalier, sa voix plus légère qu'elle ne l'avait été depuis le début de l'expérience. « Il me faut la Rolls-Royce prête pour 10 heures. Mais d'abord, on s'arrête au marché. » David leva les yeux, surpris. « Le marché, monsieur ? Lequel ? On a tout ici. » « Pas pour moi, David. Pour maman, je lui dois bien plus que des excuses pour le dérangement que je lui ai causé. Et je crois que je lui dois une meilleure raison de poser ce bâton. » Le trajet jusqu'au quartier de Marie était un spectacle. La statuette argentée de l'esprit d'extase sur le capot de la Rolls-Royce fendait les rues poussiéreuses comme un phare. À leur arrivée, le quartier retint son souffle. Ceux qui, quelques jours auparavant, considéraient Williams comme un maçon incompétent, se regroupaient et murmuraient d'admiration. Williams sortit, portant un grand panier rempli de provisions de première qualité et une petite boîte élégamment emballée. Le portail s'ouvrit en grinçant avant même qu'il ait pu frapper. Maman était là, le visage partagé entre une profonde gêne et une joie immense. Le bâton avait disparu. Au lieu de cela, elle avait noué son plus beau pagne et ses yeux étaient grands ouverts d'un respect frôlant la vénération. « Mon fils, dit-elle d'une voix tremblante. Je ne savais pas, veuillez excuser une vieille dame. Je cherchais simplement à protéger ma fille. » Williams sourit doucement en lui mettant le panier dans les mains. « Maman, tu as bien fait de la protéger. Une mère qui ne se bat pas pour son enfant n'est pas une mère du tout. C'est moi qui me cachais. S'il vous plaît, oublions le passé. » Il fouilla dans sa poche et lui tendit une enveloppe. « C'est pour la maison. Je veux que tu répares le toit, le portail et tout le reste. Et Marie m'a dit que tu as toujours rêvé d'avoir ta propre boutique. C'est dans la poche. » Les yeux de maman se remplirent de larmes et elle faillit s'effondrer à genoux, submergée par la gratitude, mais Williams la rattrapa. Il n'était pas là pour la sauver. Il était là pour être son gendre. À l'intérieur du bungalow, Marie attendait. Elle le regarda, non pas le costume ni la voiture garée dehors, mais ses yeux. Elle reconnut le maçon Williams, celui qui avait toujours vécu là, l'homme qui avait transpiré à ses côtés, celui qui l'avait protégé de Chidi, celui qui l'avait embrassé au clair de lune. « Tu es différent dans ce tailleur, » dit-elle d'une voix taquine mais chaleureuse. « Ce tailleur, c'est juste pour la salle de réunion, Marie, » répondit-il en lui prenant les mains. « Mais le cœur est le même que celui que tu as retrouvé dans la poussière. » Ils passèrent l'après-midi à discuter, à parler sérieusement, de l'avenir. Williams ne voulait pas simplement l'entraîner dans une vie de luxe oisif.
Il savait que Marie était une femme de caractère, une femme qui avait ses propres rêves. Il lui promit de soutenir ses croquis, ses études à l'étranger et ses projets d'avenir. Il lui annonça qu'Apex Structure lançait une nouvelle fondation, dédiée à la construction de logements abordables et d'écoles pour les familles comme la sienne. Et il souhaitait qu'elle en soit le pilier. Les semaines se sont transformées en mois. La transition n'a pas toujours été facile. Marie a dû s'habituer aux flashs des paparazzis et aux regards froids de femmes comme Sarah Nwachukwu et Grace Usor, qui ne comprenaient pas comment une serveuse avait pu conquérir le cœur du célibataire le plus convoité du Nigeria. Mais chaque fois que le monde devenait trop bruyant, Williams l'emmenait dans un endroit paisible. Tantôt le parc, tantôt le toit de sa demeure, et ils retrouvaient leur équilibre. La plus grande épreuve survint lors d'un grand gala pour l'inauguration du nouveau siège social d'Apex Structure à Lagos. La salle était remplie de l'élite, gouverneurs, milliardaires et personnalités influentes. Grace Usor était là, aux côtés de son père, les yeux plissés de jalousie, observant Marie traverser la pièce dans une robe de soie émeraude qui lui donnait une allure royale. Grace tenta de la coincer près de la fontaine. « Tu crois que tu as ta place ici ?» siffla Grace, la voix chargée du même venin qu'elle avait employé sur le chantier. « Tu n'es qu'une fille qui a servi du riz aux ouvriers. Tu ne seras jamais des nôtres. » Marie ne broncha pas, elle ne cria pas. Elle se contenta de regarder Grace avec le même regard calme et compatissant qu'elle avait posé sur Williams lorsqu'il était recouvert de ciment. « Tu as raison, Grace, » dit Marie d'une voix posée. « Je ne suis pas comme vous. Je connais la valeur du travail des artisans qui bâtissent ces salles, et pas seulement celle des noms sur les contrats. Williams m'aime parce que je l'ai vu à l'œuvre alors qu'il était invisible. On ne pouvait même pas le voir alors qu'il se tenait juste devant soi. » Grace était sans voix. Elle se retourna et s'éloigna, ses talons à semelles rouges claquant doucement sur le sol en marbre. Williams, qui les observait de l'autre côté de la pièce, rejoignit Marie et lui serra la main. « Je te l'avais dit, tu as un caractère d'acier, » murmura-t-il. 1 an plus tard, Williams et Marie se rendirent à Enugu. Ils ne logèrent pas dans un hôtel 5 étoiles. Ils retournèrent à l'humble maison en bois de la photo de sa grand-mère. Elle était toujours là, bien que marquée par le temps. Williams avait acheté le terrain et la forêt environnante. « Je ne vais pas la démolir, » dit-il à Marie, tandis qu'il se tenait dans la clairière, l'air embaumant la terre et les arbres centenaires. « Je vais construire une maison ici, mais cette cabane restera. Ce sera l'entrée de notre maison, un rappel que tout ce que nous possédons, tout ce que nous construisons, est parti de rien. » Il sortit le vieil album photo et lui montra la photo de ses grands-parents. « Ils ont tout construit ensemble, Marie, comme nous le faisons. » Marie posa sa tête sur son épaule, le cœur empli de tendresse. Elle contempla les ampoules guéries depuis longtemps sur ses mains et l'alliance qui y reposait désormais. Elle comprit que Williams ne s'était pas seulement infiltré pour trouver l'amour, mais aussi pour se retrouver lui-même. En la trouvant, il avait trouvé la pièce manquante de son empire. Tandis que le soleil se couchait sur les collines d'Enugu, teintant le ciel de nuances d'or et de pourpre profond, William Sokori comprit qu'il était enfin véritablement riche. Non pas grâce aux milliards accumulés en banque ou au paysage urbain qu'il avait transformé, mais parce qu'il avait trouvé une femme qu'il aurait aimée, même s'il n'avait jamais été qu'un simple maçon animé d'un rêve. Les fondations étaient posées, les murs étaient hauts, et pour la première fois de sa vie, les rires résonnaient dans ses couloirs. La chaleur qui régnait dans ses pièces était permanente, et l'amour qui brillait dans son cœur était comme les étoiles,